Oubliez le lancer de tourelles de chars et regardez plutôt le lancer de couvercles de dépôt de carburant. Ce que nous allons voir aujourd'hui est vraiment intéressant. 18/06/2026, nous sommes dans la 5e année et au 116e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Moscou brûle et nous verrons aussi cela aujourd'hui dans le rapport de situation. Il y a eu une attaque massive contre l'une des raffineries les plus importantes du pays et surtout de la région. Ce que nous allons également examiner, c'est bien sûr un bref aperçu de la Crimée, car des choses intéressantes s'y passent aussi en parallèle. Mais en ce moment, Moscou est vraiment l'endroit où il faut être, du moins si l'on est un drone ukrainien qui cherche ici des cibles intéressantes à attaquer et à faire exploser. En effet, ici, une raffinerie a été attaquée, et ce, à un point tel qu'un drone ayant frappé un pétrolier a provoqué une explosion si puissante qu'elle a soulevé le couvercle du dépôt et l'a projeté à plusieurs mètres dans les airs. Cela a aussi apporté beaucoup de potentiel pour des mèmes. Voici une petite sélection des meilleures images que j'ai trouvées lors de mes recherches. Tout cela s'est passé ici, à l'épingle verte, à cet endroit marqué. C'est là que se trouve la raffinerie, et là-haut se trouve le Kremlin. Nous avons ici une différence de quelques kilomètres seulement par rapport à un lieu aussi important pour la propagande russe. D'ailleurs, la monobanque ukrainienne propose désormais sérieusement un nouveau design pour ses cartes de crédit. Comme on peut le voir, ça brûle de façon spectaculaire sur le site. Ce que j'ai aussi trouvé assez bien, c'est cette vidéo où l'on peut voir l'incendie dans la raffinerie. Les énormes nuages de fumée et un employé de la station-service qui bloque déjà l'accès à la station. On ne peut pas mieux décrire la situation actuelle en Russie. En même temps, des unités de défense anti-aérienne essaient de combattre le déluge de drones du mieux qu'elles peuvent, mais comme on peut le voir, avec un succès plutôt mitigé. La plupart sont équipés de fusils d'assaut AK-47 qui ne servent pas à grand-chose, voire à rien du tout. Pendant qu'ici, quelqu'un a essayé d'abattre un drone avec un missile solaire portable. Mais peu après, un autre drone surgit dans le ciel, approchant sa cible par une toute autre direction. Ici, on essaye d'intercepter le drone ukrainien avec un missile solaire, mais on échoue. En effet, le drone est manqué et continue donc de voler vers la cible déjà touchée à plusieurs reprises. Ici aussi, on peut voir une vidéo où plusieurs mesures de défense aérienne échouent, et où des drones lents et de construction simple traversent sans problème l'espace aérien au-dessus de Moscou. Que répare cet homme sur sa nacelle élévatrice ? Bien sûr, rien du tout, car ce que nous voyons ici, c'est un soldat russe de la défense aérienne qui, sur une nacelle élévatrice déployée, est censé repousser les drones qui approchent. Pendant qu'Internet continue de créer des mèmes sur l'attaque, que les soldats russes de la défense aérienne tentent d'intercepter les drones ukrainiens et que la guerre arrive chez soi, le ciel s'assombrit au-dessus de Moscou. Non seulement parce que la soirée tombe lentement, mais aussi parce que la fumée noire des différents foyers d'incendie à l'intérieur du site de la raffinerie s'étend au-dessus des quartiers résidentiels et les assombrit. Bien sûr, il pleut aussi ici, comme cela a été le cas lors des frappes à Tuapse. Il pleut en effet du pétrole du ciel qui s'accumule sur les voitures et les toits de la ville. Ce qui était aussi très intéressant ici, c'est l'un des nouveaux Shahed. Des drones que les Ukrainiens ont baptisés Behemoth, que j'ai présenté il y a quelques jours grâce à un juriste de dépôt. Leur mise en service rapide montre combien la planification, le développement, les tests et l'utilisation réelle sont désormais synchronisés dans cette guerre. L'attaque n'a pas seulement utilisé des drones, mais aussi des missiles de croisière ukrainiens visibles ici. L'attribution est difficile ici, car selon certaines définitions, un drone Shahed serait aussi un missile de croisière. Pourtant, les Ukrainiens le qualifient toujours de drone. Ici, on voit donc un RS, un ukrainien, c'est-à-dire un drone à moteur à réaction avec une portée d'environ 700 à 800 km et une charge explosive pouvant aller jusqu'à 100 kg. Bien sûr, il n'y a pas eu que des cibles de grande valeur qui ont été touchées, comme la raffinerie, puisque certains objectifs ont également été manqués, soit à cause de données de vol mal programmées, soit à cause de mesures de neutralisation électronique, comme par exemple des brouilleurs installés en pleine ville, qui font dévier les drones de leur trajectoire et les empêchent de naviguer correctement. La plupart du temps, ils maintiennent alors leur trajectoire actuelle et s'écrasent lorsque le carburant ou l'énergie est épuisé. Cela a du sens dans les zones faiblement peuplées, car le drone survole simplement les toits et s'écrase quelque part dans une zone inhabitée, ou bien il est abattu. Mais cela n'a aucun sens au centre-ville, avec tant d'immeubles résidentiels, surtout de grande hauteur, qui deviennent de vrais pièges à drones, ce qui est inadapté. Le drone ne peut rien faire, ni esquiver. Elle ne peut pas non plus, car elle est brouillée.
C'est pourquoi on fait cela dans des zones peu peuplées, pas en ville avec beaucoup d'immeubles. Pourquoi est-ce que je suppose que ce n'était pas intentionnel ? Sur Internet, il y a toujours deux camps, surtout concernant les opinions. Beaucoup se demandent pourquoi, lors d'attaques sur Kiev, on accuse la Russie de crimes de guerre, alors que pour des attaques similaires ici ou sur des immeubles résidentiels, on dit simplement que ce n'était qu'un moyen d'atteindre un objectif. C'est en fait très simple. D'une part, la Russie a commencé cette guerre et mène chaque jour des frappes contre des civils, ce qui, bien sûr, ne devrait en aucun cas justifier des crimes de guerre. Mais d'autre part, et c'est en fait le point le plus important, les Ukrainiens ont dû mobiliser d'immenses ressources pour pouvoir vraiment atteindre les bonnes cibles, les cibles importantes. Un immeuble résidentiel à Moscou où vivent des habitants ordinaires serait un gaspillage absolu et, en termes de relations publiques, absolument inutile. Ce n'est pas souhaité du côté ukrainien. Les drones doivent frapper des cibles importantes. Un immeuble résidentiel à Moscou n'est pas une cible importante. Ce serait un gaspillage de ressources. Exactement comme ici, il y avait simplement une grue qui gênait. Bien sûr, personne ici ne s'est demandé pourquoi ils ont attaqué une grue. Ils ne l'ont pas attaquée directement, mais indirectement. Sans doute à cause de brouilleurs ou par ignorance de la présence d'une grue ici. La grue a survécu, probablement allemande. La Russie a plusieurs ceintures de défense anti-aérienne. Et ils ont été identifiés par de très bons analystes et notés sur une carte. Ici, il est aussi suggéré en plaisantant qu'il faudrait peut-être construire un autre anneau de défense autour de la ville, pour que ça marche vraiment mieux la prochaine fois. Allez voir son profil sur X, il y a souvent, selon moi, de bonnes infos sur ce sujet. Au fait, la raffinerie se trouve ici, en plein milieu, et en fait à un endroit où elle devrait être en sécurité, mais ce n'est pas le cas. Et pendant qu'on regarde les incendies, qu'on observe la raffinerie dans les régions les plus importantes du pays et que les habitants savent que la guerre qu'ils ont voulu est maintenant arrivée chez eux, on se pose une question. Une question qu'on ne devrait même pas poser selon le Kremlin. Car la question est, que fait la défense anti-aérienne en ce moment ? Peut-être pourrez-vous me répondre dans les commentaires. Les deux habitants ici, par exemple, ne peuvent pas y répondre. Ils regardent le spectacle et trouvent assez épique que la raffinerie soit détruite. L'un dit que les véhicules Pantsir et les défenses anti-aériennes sont actifs. L'autre répond « Quel système Pantsir ?» Ensuite, ils en discutent mais eux comme si la situation était un jeu Call of Duty et qu'aujourd'hui on n'a plus envie d'aller travailler. Très sympathique ça, ces gars-là. Et lorsqu'ils regarderont à nouveau des vidéos d'habitants, ce qu'ils feront probablement au fil des jours, ils se rendront compte que beaucoup d'entre eux considèrent les attaques comme une sorte de spectacle ou de divertissement. Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, lorsque le peuple et l'État deviennent aussi étrangers et isolés l'un de l'autre, alors pour le citoyen ordinaire, ce ne sont pas ses propres raffineries ou nos raffineries qui explosent, mais ce sont les raffineries de ceux d'en haut ou de ceux du Kremlin qui explosent. Alors que deux personnes songent à arrêter de travailler, d'autres ont déjà cessé et filment l'ampleur de la situation. En arrière-plan, on aperçoit déjà les épais nuages de fumée de la raffinerie. On les voit traverser la région et, dans le ciel, on entend des drones. Comptez donc combien de drones vous pouvez voir dans ce court passage. Et gardez à l'esprit que ceux-ci n'arrivent que d'une seule direction. Cela signifie que d'innombrables autres manquent à l'appel. Nico, fais-toi plaisir. Nico, fais-toi plaisir. Encore une fois. Encore une fois. Oui, ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Un autre résident prépare une révolte silencieuse ou réclame la défenestration, car il ne comprend pas la situation après ce matin. Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Encore une seule idée à mettre en œuvre. Il propose d'observer la situation encore quelques jours pour voir si elle s'améliore. Sinon, il faudrait aller ensemble, et bien sûr de manière très pacifique, au ministère de la Défense ou au Kremlin. Pour une première fois. Ce n'est pas ça. Was zur Hölle ist hier los? Ce n'est pas le cas. C'est vraiment le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Être imminente, mais ce n'est pas le cas. Le gouvernement agit aussi. Ici, on voit des hélicoptères qui ne sont pas là pour cela.
Ce n'est pas le cas. C'est comme ça. Ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas le cas. Donc, pas l'histoire de l'hélicoptère, mais celle de l'eau et de l'huile. On apprend déjà cela à l'école primaire, lorsque les pompiers locaux viennent sensibiliser aux incendies. Que se passe-t-il si on tente d'éteindre de l'huile en feu avec de l'eau ? L'eau passe sous l'huile flotte sur l'eau et commence alors, premièrement, à gicler enflammée dans toutes les directions, et deuxièmement, elle se répand beaucoup plus facilement partout. Et bien sûr, elle enflamme d'autres choses. Il faut bien préciser, toujours enflammée, au final on fait en sorte que l'huile puisse se répandre encore mieux, c'est bien intentionné de vouloir l'éteindre comme ça. J'ai aussi un peu l'impression qu'ils veulent agir rapidement de leur propre initiative. Mais ce n'est clairement pas bien réfléchi s'ils veulent vraiment éteindre l'huile comme ça. Cela dit, j'ai le plus grand respect pour les pilotes. Parce que là où des drones volent et où la défense antiaérienne peut toucher n'importe quoi, traverser cet espace, c'est vraiment quelque chose où je dirais qu'il faut avoir des couilles en acier. Que dit la propagande russe à ce sujet ? Voici un petit extrait de l'émission de notre propagandiste préféré. Oui, mais nous devons passer aux informations, donc je vais le faire juste après. Eh bien... Plus que de diffuser de la publicité, ce n'est probablement pas possible. D'ailleurs, il intitule aussi cette partie de la vidéo « Moscou abat des drones, discipline de l'information ». Heureusement, il y a aussi d'autres reporters sur Internet et des centaines de milliers de personnes qui ont prouvé le contraire avec leurs portables. L'entreprise Firepoint, fabricant des drones FP1, FP2 du Flamingo et des missiles FP7, FP9, a aussi profité de cette journée pour promouvoir ses produits sur son stand à Paris. On ne peut guère être plus convaincant que lorsqu'on peut présenter un flux en direct de la dernière cible touchée sous les yeux des spectateurs. Nous avons vu de nombreux incendies, mais il est possible que seuls des bâtiments secondaires brûlent, qui affirment que la raffinerie a été frappée à des points clés. Il se peut aussi, en théorie, qu'un ou deux petits dépôts de pétrole aient été touchés, ainsi que quelques bâtiments administratifs, mais que le cœur de l'installation soit toujours intact. Heureusement, grâce à nos analystes au SINT, nous savons précisément ce qui a été touché. Selon plusieurs canaux de surveillance, ce n'est pas un simple bâtiment annexe qui a été touché, mais l'une des installations centrales de l'ensemble de l'usine. Les experts qualifient cette unité de cœur de la raffinerie, car elle traite environ la moitié de la capacité totale de transformation. Si cette installation est endommagée, ce n'est pas simplement un réservoir ou une conduite qui brûle, c'est la partie qui détermine combien de pétrole brut la raffinerie peut traiter en tout qui est touché. La raffinerie de Moscou n'est pas une installation quelconque perdue en Sibérie. Elle approvisionne la région métropolitaine de Moscou en carburant et a donc une importance directe pour la capitale. Si la capacité y fait défaut, il faut compenser avec des approvisionnements venus d'autres régions. Cela signifie des trajets de transport plus longs, plus de pression sur les chemins de fer, les camions-citernes et moins de marge de manœuvre dans un système qui est déjà fortement sollicité. Mais maintenant que vous avez pu avoir un petit aperçu de l'événement du jour, et vous me connaissez, je ne fais pas de compte-rendu de situation pendant 2 heures, réfléchissons brièvement à la conséquence de tout cela. Les attaques contre les installations pétrolières et de carburant russes ne sont pas seulement symboliques d'un point de vue militaire, ou pas uniquement symboliques, mais concernent surtout l'approvisionnement. Raffinerie, dépôt, station de pompage, plateforme de transbordement, tout cela fait partie de la chaîne permettant à la Russie d'approvisionner son armée de l'air, sa marine et son administration d'occupation. Évidemment, ces attaques ont des conséquences dépassant la simple logistique militaire. Lorsqu'un dépôt de pétrole brûle, des nuages de fumée toxique, de la suie, des hydrocarbures non brûlés et d'autres polluants sont libérés dans l'air. Selon le vent, cela peut affecter des quartiers ou régions entières. Les gens respirent cet air, les polluants contaminent sol et surface d'eau, et dans les cas extrêmes, on observe de la pluie noire ou acide, comme vu précédemment. Ce n'est pas un théâtre de guerre aseptisé, quelque part loin de la population civile. Beaucoup de ces installations se trouvent en plein Moscou, à Tuapse, à Saratov ou en Crimée, pas dans un désert vide, mais au cœur ou à proximité de zones habitées. Donc si des milliers de tonnes de carburant brûlent là-bas, cela pose aussi un problème environnemental et surtout un problème de santé. Cela signifie que les personnes qui vivent là-bas ne verront pas seulement les conséquences de la guerre à travers le réservoir en feu, mais qu'elles pourront aussi en ressentir les effets sur leur propre corps dans un avenir proche. Et c'est là le point essentiel. La Russie a intégré cette infrastructure dans la guerre. Les dépôts et raffineries alimentent à la fois les villes et l'armée.
Les mêmes chemins de fer, ports et dépôts de carburant utilisés à des fins civiles assurent également l'approvisionnement des groupes d'occupation. C'est là toute la brutalité de la guerre. Et là, nous voyons aussi comment cette guerre et une telle attaque peuvent avoir des conséquences sur les semaines à venir, qui ne peuvent pas être résolues simplement en éteignant les flammes. Je souligne que la cause de cette attaque n'est pas la défense de l'Ukraine, mais le fait que la Russie a déclenché une guerre dont nous voyons maintenant les conséquences. Elles atteignent aussi progressivement la Russie. D'abord la perte de proches, puis une économie chancelante, l'explosion de dépôts, une crise du carburant, et enfin une population voyant que Moscou même n'est pas à l'abri des drones, même pour leur santé. Vyacheslav Choubarov, le président des Tatars de Crimée, a adressé le 16 juin un avertissement exceptionnellement sévère aux citoyens russes présents en Crimée occupée. Et cela peu de temps après que plusieurs ponts dans le nord de la Crimée aient de nouveau été détruits. Son message est assez clair. Quiconque, après le 27 février 2014, s'est installé en Crimée, s'y trouve illégalement du point de vue ukrainien. Les documents de propriété russe, contrats d'achat et actes administratifs n'y changent rien. Selon la loi ukrainienne, ces revendications ne constituent pas une base légale de possession ou de résidence. Il associe donc cet avertissement à la situation militaire sur la péninsule. Les attaques ukrainiennes contre des cibles russes, notamment en Crimée, comme des bases aériennes, des systèmes anti-aériens, des ponts, des dépôts de carburant, des ports et des nœuds logistiques, se multiplient ces dernières semaines. La Crimée ne devient donc pas plus sûre pour la Russie, mais plus dangereuse. C'est pourquoi il s'adresse directement aux résidents russes. Partez maintenant, tant que vous le pouvez encore. La référence au pont de Kerch n'est pas fortuite. Il fonctionne toujours, mais reste un élément important du ciblage ukrainien. Si la situation empire, partir en voiture avec une valise pourrait rapidement devenir une fuite sans liaison principale encore opérationnelle. Pour les Tatars de Crimée et les citoyens ukrainiens sur la péninsule, le message est aussi « La sécurité prime, ceux qui attendent d'être interrogés ne doivent pas se mettre en danger ». Ce n'est plus une déclaration politique normale que nous lisons ici. Cela ressemble plutôt à une sorte d'avertissement d'évacuation avant une nouvelle phase de la guerre en Crimée. Quand quelqu'un comme lui dit « Partez maintenant avant qu'il ne soit trop tard », il faut se demander pourquoi cette phrase est dite maintenant. Soit comme une annonce sérieuse, soit pour provoquer la panique. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et à l'Algo Crew, avec une mention spéciale au lieutenant-colonel Reinecke, Silla, Dietrich, Freddy et Mayrofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain point de situation.